Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Didier Reynders, bonjour. Bonjour. Vice-premier ministre, et avec notamment la tutelle sur un certain nombre d'institutions bruxelloises, on va en parler en détail. La culture coûte trop cher ? Non, je crois que la culture doit faire partie des politiques que l'on mène de manière forte. D'ailleurs, pas seulement sur le plan culturel, aussi avec des conséquences économiques, d'emploi, d'image de marque, d'image du pays, pour ce qui concerne certaines grandes institutions. Mais la culture, comme toutes les autres institutions, doit aussi participer aux efforts d'économie que l'on réalise aujourd'hui. Je vous pose cette question parce qu'il y a eu un tollé du milieu culturel il y a une bonne semaine, avec l'annonce d'importants plans d'économie sur un certain nombre d'institutions. On a parlé de 20%, 30% dans certaines enveloppes budgétaires. C'est correct ou c'est pas correct? Non, ce qui s'est passé, c'est une réaction d'une personne d'abord. C'est le patron de la Monnaie qui a voulu réagir très vite. Peter de Calvé. À l'annonce d'économies linéaires sur l'ensemble des institutions fédérales. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y a eu aussi surtout le Muséum d'histoire naturelle. Oui, mais je parle des institutions culturelles dont ouais. j'ai la charge. Vous avez remarqué, du côté de Beaux-Arts ou de l'Orchestre national, on n'a pas eu ce genre de réaction parce que j'ai souhaité d'abord rencontrer les responsables des institutions, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, j'ai présenté les solutions budgétaires finalement pour le budget 2015. L'accord de gouvernement en lui-même prévoit effectivement des mesures linéaires pour l'ensemble des institutions fédérales. Mais on dit aussi deux choses, que l'on va investir dans le secteur culturel, et que l'on va surtout exonérer d'économies sur le personnel un certain nombre de petites structures. Et c'est ce que nous faisons. En clair, j'ai maintenant proposé pour le budget 2015, j'ai obtenu l'accord, d'exonérer ces trois institutions, la Monnaie, Beaux-Arts et l'Orchestre national, de tout effort en matière de personnel. Pour la Monnaie, c'est 3/4 de son budget. Et au lieu de faire 20% d'économies sur le fonctionnement, d'en faire 15%, puisqu'on veut préserver la culture. Pour être très concret, au lieu de 5,1 millions qui était annoncé par le patron de la Monnaie, ce sera 2,7 millions. Et même cette part-là... Donc c'est la moitié. C'est la moitié. Et même cette moitié, je souhaite encore, je démarre maintenant le travail, qu'on essaie de la compenser par des participations d'autres partenaires à des productions. Je pense à la Loterie nationale. On peut penser aussi sur des investissements à Bell'iris, à la Régie des bâtiments, ou... J'ai une demande du ministre flamand de la Culture, Sven Gatz, comme la Flandre le faisait déjà avec Beaux-Arts, par exemple, continuer des participations de la Flandre à un certain nombre de coproductions. Si d'autres institutions veulent le faire, donc ça c'est un clin d'œil à la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Aucun problème. Mais ça, ce sont des investissements en loterie nationale sur des projets ponctuels. C'est pas la même chose qu'un subside structurel. Non, bien entendu, mais le subside structurel, il permet avant tout de couvrir les frais fixes. Alors ce qu'on va faire, c'est couvrir, je disais, l'ensemble des frais de personnel. Il y a une réduction des frais de fonctionnement, je ne le cache pas, 2,7 millions. C'est quand même beaucoup moins que ce qui était annoncé, et c'est surtout beaucoup moins que ce que l'on fait ailleurs. Mais c'est une réduction structurelle qui se reproduira année après année. Oui, mais c'est là-dessus que l'on va travailler avec toute une série de partenaires. Mais comme on le faisait déjà, je me suis occupé dans le passé de la Loterie nationale ou de la Régie des bâtiments, ça n'est pas nouveau. Bell'iris, bien d'autres, aident déjà. Le ministère des Affaires étrangères intervient dans le fonctionnement, par exemple, de Beaux-Arts. Quand on est dans une optique d'économie, est-ce qu'on peut investir sur des nouvelles collections, des nouveaux systèmes de billetterie, sur une modernisation des installations? Oui, on doit en tout cas le faire de deux façons. D'abord, il y a des restructurations qui peuvent passer par des modernisations. Pour ces institutions culturelles, le ticketing va devoir être modernisé. Tout ce qui est ICT, l'informatique, va devoir être modernisé. On pourra le faire? On va pouvoir le faire, bien entendu. Ça fait partie des efforts, parce que ça permet aussi de faire des économies. Il ne faut pas se tromper. Et puis, à côté de cela, il y a des restructurations plus fortes. Je pense à la fusion ou en tout cas à une très bonne collaboration entre les orchestres. On a un orchestre à la Monnaie, un orchestre national. Je constate que beaucoup de personnes proposent même d'aller jusqu'à la fusion. On va l'examiner, voir jusqu'où on peut aller, comme ça se fait dans d'autres capitales à travers le monde. Oui. Alors ça, ce sont les institutions culturelles dont vous avez la charge, mais à la politique scientifique, donc chez Elke Sleurs, secrétaire d'État NVA, il y a des institutions qu'on va qualifier de paraculturelles, le musée Homme de Tervuren, le musée des sciences naturelles, les musées royaux des Beaux-Arts, le musée Magritte. On va avoir la même bonne nouvelle pour eux ou pas? Alors, j'avais à attendre d'abord ce qui va venir, évidemment, des propositions de la secrétaire d'État. J'espère qu'on va aller dans la même direction. Sinon, je serai évidemment attentif à ce que l'on préserve. Il n'y a pas eu de concertation avec elle jusqu'à présent? Je n'ai pas encore eu de concertation sur le détail budgétaire. On va regarder les propositions qu'elle formulera, mais je souhaite qu'on aille dans la même direction. Mais la même direction, ça veut dire aussi améliorer la gestion. Il y a des années que l'on parle d'une gestion plus efficace de cet ensemble muséal, disons, pour faire simple, mais de recherche scientifique également. Et puis, à côté de cela, faire en sorte que l'on trouve aussi des partenariats. Il y a un certain nombre de partenaires qui interviennent déjà depuis des années dans les financements. Je prends un exemple. On parle souvent de nouveaux musées, de nouvelles idées. On va y revenir. Moi, le musée Magritte, j'ai eu l'occasion de le porter sur les fonds baptismaux avec Sabine Laruelle à l'époque. Avec l'intervention de sponsors privés. Nous avons fait un investissement public, la Régie des bâtiments, des collections avec la politique scientifique et GDF Suez
qui a financé. C'était le plus gros sponsoring, le plus gros mécénat. Ça veut dire que c'est ça l'avenir des musées ? Ça peut faire partie de l'avenir, que ce soit avec le public ou avec le privé. Ça peut être le secteur public comme la Loterie nationale. Mais puisque ça dépend d'Elke-Sleurs aujourd'hui, que ce sont quand même des institutions qui ont une certaine importance à Bruxelles, notamment parce que ça génère du tourisme, vous pouvez nous dire, je vais être attentif à ce que la dotation de ces musées-là aussi... Non seulement je vais être attentif à ce que l'on préserve cette dotation, mais je vais être attentif à ce que l'on fasse les mêmes efforts pour chercher des partenariats. Il y a un certain nombre de choses qui se font. J'ai aussi la responsabilité... Là, les économies vont se faire aussi, ou on va aussi corriger la première copie qui a été donnée à la presse ? Il y aura de toute façon, comme dans le secteur culturel, des économies. On n'exonère personne complètement. Ce que je dis, c'est qu'il y aura une exception culturelle. On fait la moitié de l'effort demandé à d'autres. Mais à côté de cela, il y a des partenariats possibles. J'ai la responsabilité aussi de Belliris. Bon, pour moi, Belliris doit investir avant tout dans la mobilité. C'est d'ailleurs heureusement ce que la région bruxelloise souhaite aussi, parce qu'on a d'énormes problèmes de mobilité à Bruxelles. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels on peut intervenir, et le secteur culturel ou muséal sont des secteurs dans lesquels déjà ces dernières années, Belliris est intervenu. On va continuer. Alors il y a un projet de musée d'art contemporain à Bruxelles, si j'ai bien compris. On a parlé à une époque du cinquantenaire. Je lis ce matin dans la Revue Belgique que Stéphane de Klerk voudrait que ça se fasse au Palais de Justice. Et la ville et la région ambitionnent d'acquérir le garage Citroën à Isère. Quelle est la position de Didier Renders qui, par exemple, avec Belliris, pourrait amener à mettre des sous dans l'affaire ? Alors ma position très claire, c'est que je souhaite que l'on soutienne un projet de musée d'art contemporain. Je crois que c'est important à Bruxelles d'avoir ce projet. Donc oui, sur le principe. Oui, il faut d'abord évidemment préserver tout ce qui existe. C'est le premier travail que je me suis assigné, c'est d'abord de voir comment on peut aider toutes les institutions qui existent déjà dans un contexte budgétaire difficile. Mais deux, il faut aller vers ce musée d'art contemporain. Mais il faut le faire, et c'est ma seule demande, avec un projet global. J'entends déjà effectivement qu'il y a plusieurs localisations proposées. Vous avez une préférence sur un lieu ? Non, je veux dire que moi, j'ai beaucoup été associé à la réflexion qui était menée par pas mal d'acteurs sur le cinquantenaire, mais j'ai vu d'autres propositions. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on ne fasse pas seulement une réflexion sur le lieu, mais que l'on sache comment on va financer acquisition, construction, rénovation d'un bâtiment, mais aussi son fonctionnement, la présentation de collections ou la présentation d'expositions temporaires. Il ne faut pas simplement financer une partie du projet, il faut avoir une vue globale. Quand la NVA, quand les parlementaires NVA disent on ne veut pas scinder les collections, ce qui implique qu'on n'enverrait pas des œuvres vers ce musée-là, ce n'est pas une manière de torpiller le projet ? Il y a des parlementaires qui disent beaucoup de choses, mais je sais que les mêmes parlementaires souhaiteraient aussi qu'il y ait une collaboration entre la communauté flamande et des institutions fédérales. Moi, je souhaite qu'on puisse collaborer tous ensemble. Et donc si ça peut se faire avec la Flandre, ça doit pouvoir se faire avec la Wallonie, avec Bruxelles, avec toutes les institutions. Mais avant de lancer une quelconque initiative, par exemple l'acquisition d'un immeuble, comme on le demande à Belliris aujourd'hui, je souhaite savoir quel est le projet d'ensemble. Ça veut dire que comment on finance le tout. Moi, je ne vais pas me lancer dans l'acquisition d'un immeuble pour le garder pendant 20 ans. Ça veut dire que vous bloquez l'acquisition du garage Citroën ? Je demande que pour qu'on entre dans l'acquisition d'un immeuble ou dans la construction, comme on le proposait au cinquantenaire, on ait une vue d'ensemble. Qui va financer l'ensemble des opérations pour qu'un jour ce soit un vrai musée. Je repose ma question, si la région Rudy Vervoort vous appelle demain en disant « Didier, mon cher, j'ai besoin d'un chèque pour acquérir Citroën pour faire mon musée d'art moderne », vous allez lui répondre « Donne-moi une étude d'abord ». Je souhaiterais avoir le projet d'ensemble. Exactement comme quand nous avons lancé avec Sabine Laruelle le projet du musée Magritte, avec les responsables des musées, avec des propriétaires de collections, avec des partenaires privés, on savait où on allait. La preuve, on l'a annoncé. Mais on l'a aussi inauguré. Mais quand même, Citroën, c'est une bonne idée ? La zone du canal, c'est une bonne idée ? Pourquoi pas ? Je sais bien qu'il y a un certain nombre de débats sur la localisation, peut-être moins liés à l'aspect culturel qu'à des volontés d'aller vers tel ou tel quartier. Mais ça fait partie du débat. Ma seule priorité, c'est de savoir comment on fait pour avoir, non pas simplement l'acquisition d'un immeuble, mais l'ouverture un jour d'un vrai musée. Est-ce que du côté de la NVA, vous avez senti une volonté de casser la culture ou pas ? Pas du tout. Jusqu'à présent, je n'ai pas du tout senti ça. D'ailleurs, dans l'accord de gouvernement, j'ai pu faire indiquer avec d'autres, mais que l'on allait investir dans le secteur culturel, qu'on allait mieux collaborer probablement, mais aussi qu'on ferait des exceptions pour de petites institutions, ce qu'on vient de réaliser. Et est-ce que d'une manière générale, de ce point de vue-là, je pense qu'on est dans un contexte plutôt favorable, mais il faut être très vigilant. Est-ce que d'une manière générale, vous êtes à l'aise avec la NVA ou c'est un partenaire qui nécessite d'être plus scrupuleux? Je crois qu'il y a eu des erreurs dans le démarrage, on l'a bien vu, il y a eu des ratés au démarrage, donc j'espère que ça ne va plus se reproduire, parce qu'on ne va pas se permettre des erreurs comme celle-là à répétition dans un gouvernement, mais je dois vous dire que depuis quelques années, j'ai quelques heures de vol dans les gouvernements, j'ai eu l'occasion de voir à peu près tous les partenaires possibles autour de la table en une quinzaine d'années. J'ai vu beaucoup de problèmes de démarrage avec beaucoup de partenaires, donc ça n'est pas très net. Est-ce que c'est un partenaire avec lequel il est plus facile de travailler qu'avec
par exemple le CDH ou le Parti socialiste? C'est un partenaire qui est plus proche sur un certain nombre de thèmes socio-économiques. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que la Constitution belge n'interdit en rien de faire une majorité de centre-droit au niveau fédéral. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec la NVA? À l'aise, tant que l'on reste dans cet engagement, pas de débat institutionnel, mais des priorités socio-économiques et l'accord de gouvernement tel qu'il est conclu, bien sûr. Ouais, les déclarations de Jan Yombon ou de Theo Ça, Franken. je vous ai dit, ce sont des erreurs. Et je pense qu'il faut éviter que ces erreurs se reproduisent, sinon on aura une vraie difficulté. Mais par contre, sur le fond, moi, je comprends très bien que des formations qui se positionnent plutôt à gauche, comme le Parti socialiste, le CDH ou Écolo, ou même maintenant le FDF, n'aiment pas une majorité de centre-droit. Mais je le répète, ça n'est interdit dans aucun texte d'avoir un jour une majorité de centre-droit en Belgique. Alors on a parlé de Belliris, donc c'est le fonds co-géré par la région État fédéral, présidé par l'État fédéral, donc vous allez présider Belliris. Ça sert à financer de grands projets à Bruxelles. Les grands projets, on les connaît, c'est le métro à Bruxelles, c'est éventuellement le tunnel sous la place Mézère. Vous allez financer tout ça, ça va se faire? Ça va se faire. D'abord, on va maintenir les montants, donc on a prévu 125 millions d'euros par an, c'est ce qu'il faut faire, c'est préservé dans l'accord de gouvernement, et la décision, elle va se faire en collaboration entre le fédéral et la région. Il y a un comité qui est organisé, je vais le présider, ce comité, mais avec une délégation fédérale, une délégation régionale. On a commencé à discuter entre la région et vous ou pas? On va commencer. J'ai d'abord demandé à avoir connaissance des dossiers. Il y a énormément d'encours. Il faut bien se rendre compte qu'il y a de l'argent accumulé qui n'a pas toujours été exécuté et utilisé jusqu'à présent. Donc je souhaiterais qu'on puisse peut-être accélérer cette utilisation des moyens disponibles. Mais au-delà de cela, on va devoir fixer des priorités ensemble. Et je peux vous dire que pour le fédéral, et personnellement, comme bruxellois, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on investisse d'abord dans la mobilité. Je pense que c'est l'idée aussi de la région, donc ça tombe bien. Donc le métro, ce sera oui, Mézère, ce sera oui. Il y a un certain nombre de choses qu'on va devoir faire. Au-delà de cela, j'ai été ravi d'entendre ces derniers jours, presque ces dernières semaines, qu'il y avait un tel engouement pour la culture. Je me dis qu'on va dès lors pouvoir aussi investir dans la culture. Alors, vous êtes ministre des Affaires étrangères. Interdire l'accès du territoire à un prédicateur koweïtien, décision qui a été prise hier, c'est une bonne décision, il fallait le faire? C'est une bonne décision, surtout respectant les procédures. Moi, j'ai reçu des plaintes d'associations qui nous ont fait remarquer que ce prédicateur qui était attendu à Bruxelles avait tenu des propos antisémites et bien plus graves encore à l'égard de beaucoup de Les organisateurs de la foire, on les a vus dans le journal, disent oui, nous on n'était pas vraiment au courant et on aurait bien aimé être consultés. Oui, mais je trouve qu'ils devraient d'abord se poser la question de savoir quand ils invitent quelqu'un, s'ils connaissent un peu la personne et s'ils vérifient. Il suffisait d'aller sur Internet. Alors ce qu'on a fait, nous, c'est demander à l'Office de contrôle de la menace, le CAM, de faire un rapport. Et ce rapport démontre qu'il y a un vrai risque pour la tranquillité publique, comme on dit pour l'ordre public, si quelqu'un comme cela vient participer à une foire et tient les mêmes propos à Bruxelles. Pour faire comprendre, c'est ce qui s'est passé en France ou en Belgique avec Dieudonné. Jusqu'où peut-on laisser quelqu'un, que ce soit un soi-disant humoriste ou que ce soit un prédicateur, tenir des propos qui ne sont pas acceptables? Ici, on a vérifié. Ce n'était pas à moi à vérifier personnellement, ce n'était pas au ministre de l'Intérieur non plus. On a un organisme pour faire cela. À partir du moment où le rapport était clair, l'interdiction d'accès sur le territoire a été décidée. Alors, demain, il y a une grande manifestation. Je pense que vous êtes au courant. Oui, tout à fait. Je donnerai cours pendant une bonne partie de la manifestation parce que je travaillerai demain. Mais est-ce que vous allez compter les manifestants ou ça vous est égal? Non, j'ai lu que certains en attendaient 50 000, d'autres 100 000. On verra, je crois que ça fait toujours partie de la démarche. S'il y a 100 000 personnes dans la rue et s'il y a une bonne proportion de flamands, c'est un mauvais signal pour le gouvernement Michel? Non, je crois simplement qu'il est tout à fait légitime que des organisations, mais surtout des personnes, décident de faire entendre leur voix. Moi, je souhaiterais surtout qu'après la manifestation, qu'il y ait 50 ou 100 000 personnes, on puisse entamer un vrai dialogue, qu'on puisse entamer une vraie concertation sociale. Quelles que soient les difficultés, ça a toujours été le cas dans notre pays. Moi, je me souviens de manifestations pendant les gouvernements de Hahn, ou pendant les gouvernements Verhofstadt, ou pendant les gouvernements Di Rupo. On a connu des manifestations importantes. Le tout, c'est qu'après ces manifestations, on puisse vraiment discuter du fond, même si on n'est pas d'accord, qu'on puisse se concerter. Ouais, la SNCB qui a fait un tarif préférentiel pour les participants. Ça n'est pas la première fois, mais ça fait sourire, effectivement. Ouais. Vous avez été relativement discret depuis l'installation du gouvernement. Vous voyez bien que quand un problème se pose, je réagis. Donc ici, on était dans une vraie discussion sur les problèmes culturels, je le fais. Vous me verrez revenir sur des problèmes internationaux. Et vous verrez surtout que je vais, semaine après semaine, défendre la position des libéraux francophones dans un gouvernement où il y aura régulièrement du communautaire. Parce qu'il ne faut pas se tromper, on a mis l'institutionnel de côté, mais des intérêts différents en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles ou même en communauté germanophone, on en aura tout le temps. Donc je vais devoir, dans ce gouvernement, porter comme vice-premier ministre le message des francophones, ça c'est vrai, pas seulement des Bruxellois, de l'ensemble des francophones, des Bruxellois, parce que je suis le seul ministre représentant Bruxelles, mais aussi
le message de ma formation politique. Et ça, je vais le faire régulièrement. Si vous avez été discret pendant 3 semaines, alors qu'il y a eu de nombreuses sollicitations des médias, aujourd'hui vous êtes partout. Vous voyez qu'on répond finalement aux sollicitations. C'est pas que vous aviez envie de vous taire et qu'il y avait un petit peu de chahut, c'est que je vous pense attendiez que la situation se calme un petit peu. Non, mais je ne suis pas non plus en charge de répondre en lieu et place, par exemple, d'un ministre NVA. Quand un secrétaire d'État ou un ministre NVA doit s'excuser, je le fais savoir, le Premier ministre l'a fait aussi, et puis il appartient à ce secrétaire d'État ou ce ministre de s'excuser. Et quand il y aura un dérapage, nous travaillerons de cette façon-là. Je l'ai dit tantôt, il faut d'ailleurs que ces erreurs, ces dérapages s'arrêtent. Merci Didier Reynders d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Younes Mernissi.